Anne-Lorraine Bujon, je me tourne vers vous. Du procès de Trump à New York en mai, au débat télévisé fin juin sur CNN contre Joe Biden, on voyait un Joe Biden très affaibli, les pressions de son parti pour qu'il se retire, la tentative d'assassinat contre l'ex-président, puis finalement le retrait de Joe Biden jusqu'à l'engouement immédiat, voire peut-être inattendu pour Kamala Harris. Ces élections semblent cumuler d'une certaine manière plusieurs éléments atypiques. Est-ce que c'est une élection étrange? Est-ce que malgré tout, on peut analyser cette campagne à partir des récentes évolutions politiques de ces dernières années aux États-Unis? Alors oui, je crois qu'on a affaire, à une, séquence, électorale, assez, inédite. Une campagne, qui s'est déclarée il y a déjà, plusieurs mois puisque vous le savez, les élections, c'est un processus très long aux États-Unis et il faut toujours se souvenir qu'une campagne pour la présidentielle, ça dure au moins 1 an, mais presque 2 si on pense aux premiers efforts de fundraising et après un premier temps, en réalité, où pendant des mois, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire qu'on avait une campagne assez statique en réalité, avec des sondages relativement stables, une avance effectivement qui semblait se creuser en faveur de Donald Trump. Mais enfin, il faut toujours se souvenir qu'on parle de différences, infinitésimales, et qu'on était très longtemps avant l'échéance. Mais on va dire que pendant des mois, il ne s'est pas passé grand-chose, y compris ces procès de Donald Trump dont on pensait qu'il pourrait peut-être décourager ses éventuels, électeurs et on a vu que non. Et puis tout d'un coup, les événements se précipitent avec cette tentative d'assassinat, cette convention républicaine qui fait de Trump un véritable héros, puis, donc la pression sur Biden pour qu'il se retire, le retrait de Biden, l'entrée en liste de Kamala Harris et donc maintenant, au contraire, on a l'impression d'une grande dynamique et d'une campagne où, tout est très évolutif. Il faut se méfier, aussi, je crois, de cela. C'est encore dans 3 mois, rien n'est fait, et essentiellement, on a un rapport de force qui fait que les 2 candidats sont au coude à coude. Ce qui me semble très atypique, c'est que, en principe, les conventions, ce sont des moments où le parti se rassemble après, une 1re séquence dans laquelle différentes personnalités, différents courants, peuvent s'exprimer. Comme dans un concours de beauté, on dit parfois, un 1er tour de piste, où on peut tester les chances de différents candidats et ici, ça ne s'est passé ni pour les républicains, ni pour les Il y démocrates. a eu une absence de compétition interne. En fait, Donald Trump n'a quasiment pas été contesté. Donc, la première leçon de cette campagne électorale, c'est vraiment la mainmise de Donald Trump sur un parti républicain et qui est assez mystérieuse à ce point, et vu les handicaps que cumule à certains égards ce candidat. Et puis, donc lui n'a pas eu à faire face à une contestation ou à des compétiteurs internes, presque pas, à part Nikki Haley. Et maintenant, c'est la même chose pour Kamala Harris, qui a été intronisée par le président sortant et qui n'a pas non plus, elle, eu à se mesurer à d'autres candidats. Donc, ils sont incontestés, voilà, et on a 3 mois maintenant pour voir comment se déroule la compétition entre eux. Luc Benoît Alaguillaume, est-ce que cette absence de compétition interne, c'est une nouvelle donnée de la vie politique américaine? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à durer? Est-ce que les partis, d'une certaine manière, sont moins puissants aujourd'hui? Est-ce qu'on se retourne donc vers une sorte de personnalisation de l'aventure présidentielle aux États-Unis? Alors, ce qui est quand même spécifique, c'est le cas démocrate, avec un retrait très tardif et un adoubement unanime des démocrates, en grande partie en raison du délai très faible avant l'élection, hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose de sans précédent et de tout à fait exceptionnel. Côté républicain, bon, il y a quand même eu une primaire, hein, même si elle a été remportée de manière écrasante par Donald Trump. C'est vrai qu'il a une mainmise sur le parti républicain, comme ma collègue vient de le dire. Bon, ce qui l'explique quand même en partie, cette mainmise, c'est sa popularité auprès de la base républicaine, hein. Les élus républicains, même ceux qui l'ont critiqué par le passé, n'osent rien dire parce qu'ils savent que s'ils se désolidarisent de Trump, ils auront un candidat contre eux aux primaires suivantes et ils perdront leur siège. C'est-à-dire que Anne-Lorraine Bujon, à l'instant, nous disait: «Oui, c'est étonnant, que les procès contre Donald Trump n'aient pas, freiné». On pensait que peut-être les procès allaient, freiner ou refroidir les potentiels électeurs, mais on pensait également que ces procès allaient refroidir le parti républicain lui-même. Et ce que vous dites justement, c'est qu'en réalité, Donald Trump a désormais, la mainmise sur le parti, Luc Benoît Alaguillaume?
Oui, oui, enfin, en tout cas, sur les électeurs, comme ça marche avec des systèmes de primaires, hein, je veux dire, en 2016, il a fait une OPA hostile sur le parti. S'il n'y avait pas eu des primaires, il n'aurait jamais pu obtenir l'investiture républicaine. Et comme l'électeur républicain de base est favorable à Trump, les autres élus, même ceux qui n'en pensent pas moins, n'osent pas dire grand-chose tant qu'ils sont encore en fonction. Ceux qui prennent la parole, c'est ceux qui prennent leur retraite et qui sont libérés du suffrage universel. Alors Fanny Lobby, je vous donnerai la parole dans un instant, mais je vois Anne-Lorraine Bujon qui hoche négativement de la tête. Alors rapidement, Non, non, une enfin oui, réaction. c'est une nuance. C'est qu'effectivement, il y a à peu près 30% d'électeurs qui sont complètement fanatiques de Donald Trump. Et ceci, c'est la base très galvanisée. Ce sont eux qui comptent dans les primaires. Et ils sont très favorables à Donald Trump. Mais en revanche, quand on faisait des sondages auprès de l'électorat en général, on pouvait aussi en déduire que dans cette élection, il y avait à nouveau deux candidats qui restaient relativement impopulaires auprès d'une assez grande partie de l'électorat. Donc c'était le paradoxe de voir se rejouer l'élection de 2020 avec deux candidats dont une partie du pays, et y compris dans leur propre parti, ne veut pas. Mais c'est une nuance, hein. On a bien vu que chez les Républicains, il n'y avait que un très petit pourcentage d'élus républicains qui étaient prêts, par exemple, à soutenir plutôt la candidature de Nikki Haley. Mais c'est aussi parce que dans les primaires, on s'adresse aux candidats les plus à droite pour les républicains ou aux candidats les plus à gauche pour les démocrates. Et puis vient le temps des conventions et de l'élection générale où il faut recentrer le propos. Alors justement, avant d'entrer dans le temps des conventions, peut-être Fanny Lobby, on peut faire un point technique. Y a-t-il des critères constitutionnels pour accéder à la présidence des États-Unis? Au-delà de ces critères, peut-on parler d'un profil type, d'un cursus honorum du candidat à la présidentielle dans la société américaine, Fanny Lobby? Oui, alors il y a des critères très simples et très peu nombreux qui sont inscrits dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir 35 ans, il faut vivre aux États-Unis depuis 14 ans et il faut être un citoyen né des États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être né citoyen des États-Unis. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres attentes. Donc il y a eu beaucoup on s'est beaucoup étonné du fait que Trump pouvait poursuivre sa candidature malgré ses affaires, mais il n'y a rien dans la Constitution qui indique que quelqu'un qui a été convaincu qui a été jugé responsable d'abus sexuels, de diffamation, etc., rien ne l'empêche d'être candidat à la présidentielle. Donc il y a, en termes de profil type, il faut, en général, les candidats sont diplômés d'une université, en général d'une université assez élitiste. En général, ils ont une expérience gouvernementale et un profil assez traditionnel, c'est-à-dire qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants. Trump a changé un peu la donne par rapport à ça, à savoir qu'il n'avait aucune expérience gouvernementale. Mais donc en général, c'est surtout ce profil-là. Et on voit qu'à part Trump, la plupart des candidats, même les candidats pour cette année, correspondent à ce profil. Et Kamala Harris, d'une certaine manière, bon, alors c'est une femme et elle est noire, mais d'un point de vue de cursus, elle correspond à ce profil. C'est-à-dire qu'elle a été adjointe au procureur, puis élue, puis vice-présidente et aujourd'hui candidate Luc Benoît-Laguillaume. Donc c'est toujours Trump qui continue d'incarner la rupture vis-à-vis de ces profils, disons, de notables du politique aux États-Unis. Alors c'est sûr qu'il a un profil totalement atypique, hein. Depuis une cinquantaine d'années, ceux qui ont été élus étaient soit anciens sénateurs, soit anciens vice-présidents, soit anciens gouverneurs. C'est les trois fonctions qui... voilà, donc c'est quand même... le dernier qui échappait à cette règle, c'était Eisenhower dans les années 50, donc ça remonte quand même très loin. Donc voilà, il y a quand même, à part Trump, qui effectivement est un ovni, hein, de la politique et qui a joué de ça, du rejet de la classe politique, du rejet du système politique, et qui s'est présenté comme anti-système. Alors évidemment, ce genre de discours fonctionnait peut-être mieux en 2016 que maintenant, parce qu'il est quand même beaucoup plus intégré au système maintenant qu'il ne l'était il y a 8 ans, hein. L'argument de la nouveauté et de nettoyer les écuries d'Augias, c'est plus compliqué 8 ans plus tard.
Anne-Lorraine Bujon. Alors, je pense qu'on voit effectivement quand même s'exprimer dans l'électorat une envie de changement. Et du coup, le défi pour Kamala Harris, là, ça va être de réussir à incarner à la fois des formes de continuité avec l'administration Biden, dont les politiques finalement ont été relativement consensuelles et considérées comme, voilà, son bilan est en fait plutôt positif, y compris sur le plan économique, bien que les Américains n'aient pas l'air d'en être persuadés. Mais donc, elle va devoir jouer ce jeu d'incarner une forme de continuité par rapport à l'administration Biden, tout en reprenant à son compte un message d'espoir, de changement, de rupture, le mot serait trop fort, je crois, mais en tout cas de nouveauté, de foi dans l'avenir, dans le progrès. Donc ça, ce sont plutôt les ingrédients du discours qui avait fait le succès d'un Barack Obama en 2008. Et donc on voit que déjà sur le plan graphique, il y a eu des détournements des affiches qui avaient été les affiches de campagne de Barack Obama, avec donc les messages d'espoir, de changement auxquels on peut croire, parce que, encore une fois, les électeurs américains expriment des choses un peu contrastées, donc soit de l'ordre d'une nostalgie pour ce qu'était l'Amérique dans les années 50, et là c'est plutôt la carte que joue Trump, soit dans un espoir de changement avec une société plus protectrice, plus favorable aux familles, aux femmes, aux minorités, donc du côté de l'économie du care, si on veut dire vite. Mais sur ces profils types, et c'est vrai que Kamala Harris, elle a un parcours beaucoup plus classique que celui de Trump, il faut dire aussi qu'il y a des effets de personnalisation du pouvoir et de la façon dont les campagnes électorales sont médiatisées qui jouent en faveur d'un autre type de candidat. Et moi, j'ai quand même été très frappée dans toute la séquence où on voyait que les gens ne voulaient plus de Biden. Alors, on ne cessait de reparler de Michelle Obama, qui a pourtant dit 1001 fois qu'elle n'était pas candidate, qu'elle n'était pas volontaire. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, on nous a aussi parlé d'Oprah Winfrey, présentatrice de talk-show. Et puis, plus près de nous, on parle maintenant de Tucker Carlson pour le cycle prochain. Donc, c'est vrai que l'idée que des personnalités très médiatiques, déjà Tucker connues, Carlson, qui est présentateur présentateur sur Fox News, enfin il l'était, il ne qu'il l'est était plus. sur Fox News Mais maintenant d'une donc chaîne c'est vrai très qu'il y a un conservatrice. autre type de personnalités qui sont des gens très connus des médias, donc très connus du public et très connus du public nationalement. Il faut toujours se souvenir que ça c'est un enjeu. Est-ce que vous êtes connu à travers le pays ou seulement chez vous, et qui n'ont pas ce parcours type du patricien ou de ces grandes dynasties politiques qu'ont pu être les Bush dans un autre temps, les Rockefeller, les Clinton maintenant. Enfin voilà, donc il y a une envie de quelque chose d'autre. Fanny Lobby. Oui, je pense qu'il y a eu, il y a quand même quelque chose qui a changé fondamentalement ces dernières années sur les élections américaines, c'est un opportunisme, c'est-à-dire que certaines personnes, certains candidats à l'investiture, que ce soit surtout du côté républicain, mais aussi du côté démocrate, utilisent la primaire démocrate pour se faire connaître et pour ensuite rebondir sur une autre carrière. Et donc, certains des noms qui ont été avancés côté républicain, notamment, on a bien vu que certains candidats à la nomination pour ce cycle n'étaient pas des candidats fondamentalement sérieux qui allaient être pris au sérieux par le parti ou par les électeurs. Mais on utilise de plus en plus la primaire pour se faire connaître des dirigeants du parti, pour obtenir un autre poste ou un contrat pour un livre, par exemple, et pour donc un peu monétiser cette candidature. Et ça correspond fondamentalement au profil des candidats depuis une vingtaine d'années qui utilisent le Parti démocrate et le Parti républicain comme un peu un label, mais c'est uniquement qui leur sert pour leur candidature. Et les candidats eux-mêmes ont leur propre organisation pour lever des fonds, pour recruter des bénévoles, mais fondamentalement, les partis eux-mêmes ont perdu la mainmise sur la nomination et ont perdu les ressources qu'ils avaient à proposer aux candidats jusqu'au début des années 2000. Et donc, on voit bien que les partis sont deviennent un peu eux-mêmes des spectateurs de ces campagnes présidentielles. Alors, je le disais en introduction, ce soir s'inaugure la Convention démocrate. Est-ce que, Luc Benoît-Laguillaume, ces conventions sont encore des moments de bascule dans la vraie campagne ou s'agit-il désormais d'une sorte de formalité médiatique ?
Bon, ce sont des événements médiatiques fondamentalement. Depuis que les conventions ont perdu le vrai pouvoir de nomination qu'elles avaient jusqu'aux années 60. En 1924... Vous écriviez, on était passé du conclave à la Voilà, chorégraphie. c'est ça. En 1924, il y a eu 103 tours de scrutin, 17 jours de convention. C'était pire que l'élection du pape, parce qu'il fallait une majorité des 2/3, et ça se décidait à la convention avec des marchandages, etc. Bon, là, on n'est plus du tout... Maintenant on a un système de primaire, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Et alors, Obama, dans un de ses livres... Maintenant, c'est souligné par, excusez-moi de vous interrompre, Fanny Lobby, que le financement de la campagne ne dépend plus des partis. Ouais, absolument. C'est chaque candidat lève des fonds, ce que disait ma collègue précédemment. C'est pour ça que ça commence si tôt. Il y a une année, entre 6 mois et 1 an avant les primaires officielles, il y a la primaire de l'argent, comme le disent certains politistes américains, où on lève des fonds pour voir si on est capable de réunir suffisamment d'argent pour monter une candidature viable. Et ça demande des centaines de millions de dollars. Donc voilà. Donc effectivement, ce sont des événements. Alors Obama parlait de publi-reportage de 3 jours dans un de ses livres pour décrire les conventions. C'est fondamentalement ça. C'est un lieu d'unité, de mise en scène, de réconciliation après les primaires, quand les gens se sont affrontés. Par exemple, à la convention républicaine, Nikki Haley a eu son moment où elle a expliqué à quel point elle était favorable à Trump, après avoir dit le contraire pendant les primaires. Donc là, c'est un grand classique. Et puis, quand le candidat n'est pas très connu, il s'agit de présenter la candidature au peuple américain, et c'est sans doute un enjeu pour cette convention-ci. Anne-Lorraine Bujon, vous nous disiez en préparant cette émission qu'une campagne électorale aux États-Unis, c'était une dramaturgie, une scénographie et une géographie. Oui, c'est ça. Enfin, il y a des moments, effectivement, normalement, dans une campagne type, il y a des moments, et après ce moment des primaires où on teste les vertus, les qualités, et aussi donc la capacité de fundraising des différents candidats, il y a cette convention qui est un moment de réconciliation, et puis on entre dans la campagne, la vraie campagne pour les élections générales, et c'est toute cette temporalité-là qui a été un peu bouleversée avec cette élection, puisque Donald Trump parle comme il était déjà en train d'affronter Joe Biden depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est aussi pour ça que là, il est pris un peu en porte-à-faux, puisqu'il s'était préparé à affronter Joe Biden, et notamment en l'attaquant beaucoup sur la question de son âge, et que maintenant, il se retrouve face à une femme de couleur beaucoup plus jeune que lui. Et donc, beaucoup des arguments qu'il avait commencé à affûter, mais anormalement tôt, par rapport à un cycle électoral habituel. Dans un cycle électoral habituel, jusqu'à la convention, il aurait été occupé à répondre à ses compétiteurs internes. Là, la nomination lui a été acquise très tôt. Donc, il attaquait déjà Biden. Donc là, on a une temporalité voilà, qui est un peu bousculée par rapport aux habitudes. Et pour Kamala Harris, dans cette convention, très peu de temps, effectivement, pour se faire connaître, pour raconter l'histoire de sa vie, pour se faire connaître du grand public. Parce que c'est un autre passage obligé de comment devient-on présidente ou président des États-Unis, c'est créer un récit de soi. Il y a tout un narratif sur le parcours personnel, et très souvent lié, dans le cas de Kamala Harris, dans le cas d'Obama, c'était très fort ce côté de il est possible de faire aux États-Unis. Voilà, où est-ce qu'on a grandi, comment est-ce qu'on est un exemple du rêve américain, d'avoir réussi à gravir l'échelle sociale. Et donc, c'est vrai pour elle, mais c'est vrai dans le cas présent pour son mari, et aussi pour son vice-président, et aussi pour l'épouse de son vice-président. Donc il y a aussi cette mise en scène des familles, de l'entourage des candidats. Ça fait partie de ce qui compte dans les conventions. Et puis de l'unité du parti. Donc ça, c'est tout l'aspect, il faut se dire, c'est comme un grand événement festif ou sportif. Et donc d'où là le discours de Biden ce soir, les discours de Barack Obama, de Bill Clinton, donc pour bien montrer que là, Kamala Harris est la candidate préférée du Parti démocrate, qui va bien se mettre en rang derrière elle. On est toujours en retard. Beaucoup de pays ont des femmes présidentes. On est prêt et on est derrière Kamala. Pendant les primaires, on a choisi Biden. On n'a pas dit que Biden pouvait choisir son successeur. Je dis que toutes les options doivent rester ouvertes. Voilà ce que je pense. Je m'appelle Connie Bruni de Floride et j'encourage tous les Américains à voter pour Donald J. Trump en novembre pour notre sécurité à tous. Est-ce que Joe Biden est votre président? Non, c'est le président des États-Unis. C'est bien ce que vous me demandez. Oui, mais ce n'est pas mon président.
France Culture, le temps du débat. Matteo Caranta. 18h39 sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir à la campagne présidentielle aux États-Unis en compagnie d'Anne-Lorraine Buijon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, conseillère du programme Amérique du Nord à l'IFRI, de Fanny Lobby, professeure associée en études politiques et droit à la Montclair State University de New Jersey, et de Luc Benoît Laguillaume, professeur de civilisation américaine contemporaine à l'université de Rouen. Est-ce qu'il y a un enjeu programmatique dans ces conventions? Vu de France, on a l'impression que le programme, le discours sur le programme sont quasi absents du parcours de la campagne américaine, que cela repose plus sur une question d'identification raciale, religieuse, politique au sens large, ou identification de genre à l'un des deux blocs démocrates ou républicains, ou à l'un des deux candidats. Quelle est la place du programme et du discours sur le programme? Luc Benoît Laguillaume et puis Fanny Lobby. Alors, il y a quand même un programme. Il y a une plateforme, comme on dit en anglais, une plateforme donc, qui est adoptée par chaque parti au moment de ces conventions. C'est un des éléments, un des points à l'ordre du jour. Ce soir, il me semble. Voilà, donc qui fait entre 80 et 100 pages. Donc, alors, c'est quand même souvent une déclaration un peu de valeur, plus qu'un programme précis ou très précis visant à être appliqué de manière concrète. Une déclaration de valeur, aussi un programme à visée électoraliste, évidemment, sachant qu'il y a quand même, d'une part, un intérêt médiatique qui est quand même relativement limité. Vous disiez qu'on n'avait pas l'impression que, mais parce que souvent on n'en parle pas beaucoup. Nous on en parle ce soir, mais si on écoute les médias, il est peu probable qu'on va beaucoup parler de ce qui du contenu du programme. Alors il y a des points de clivage effectivement sur l'avortement, voilà. sur l'immigration. Mais c'est il sera certainement plus question des grands discours, des personnes clés, et c'est plutôt les performances des personnes et des soutiens et des anciens présidents qu'on met en avant, en tout cas dans les médias. Alors c'est vrai aussi que une des difficultés, c'est que c'est quand même les programmes qu'on peut mettre en avant dépendent de la majorité ou non qu'on est susceptible d'obtenir au Congrès. L'application d'un programme est très difficile, parce que le système américain n'est pas fait pour faciliter le vote des lois. Et donc c'est vrai que ça peut conduire les candidats, et en tout cas ces dernières années, souvent, il y a une tendance à rester relativement vague. Et Madame Harris, là, c'est clairement, il y a un certain nombre de points de valeur qui sont dans le programme, mais elle se situe quand même assez clairement dans la continuité programmatique du président sortant, et c'est bien normal puisqu'elle était sa vice-présidente, et elle compte sur le renouvellement personnel, en fait, sur le fait que c'est une personne plus jeune. Mais il y a quand même une impression de relatif flou dans les programmes. Fanny Lobby, sur ce flou des programmes? Alors oui, la convention, traditionnellement, c'est là qu'on négocie le programme. C'est là que les délégués du parti viennent de tous les coins du pays pour négocier ce programme, pour se mettre d'accord. Et donc, les membres votent sur ce programme à la convention. Et c'est là qu'on voit les parallèles cette année de la Convention démocrate avec la Convention démocrate de 1968, qui était aussi à Chicago et qui s'était si mal passée, parce qu'à l'époque, il y avait eu justement ce vote sur la guerre du Vietnam, le programme par rapport à la guerre du Vietnam, qui n'était pas allé, qui avait suivi un peu ce que voulaient les dirigeants du parti, mais ce que ne voulaient pas les membres du parti. Et donc ça s'était très mal passé à l'époque, et c'est ça qui a amené à de nombreuses réformes sur la primaire, sur le processus de la primaire du Parti démocratique, qui a été copié quelques années plus tard par le Parti républicain pour éviter d'avoir cette espèce de rébellion à la Convention. Mais oui, le programme, ce qu'on a remarqué depuis quelques années, et ce que les démocrates, j'imagine, ont remarqué depuis quelques années, c'est que le Parti républicain a adopté un programme de plus en plus restreint, de plus en plus réduit. Donc en 2016, ils avaient une plateforme traditionnelle, mais en 2020, le parti n'a même pas changé son programme. Ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser le même programme qu'en 2016. Ça n'a visiblement pas
affecté leur coalition, ça n'a pas affecté leurs électeurs qui s'en fichent, il faut bien dire ce qui est. Et donc en 2024, cette année, à la Convention républicaine, il y a eu une fausse négociation, c'est-à-dire que les délégués sont arrivés à la Convention républicaine et s'attendaient à pouvoir discuter du programme républicain, et ça n'a pas été le cas. Le programme leur a été présenté, leur a été soumis pour qu'il soit approuvé immédiatement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc je pense que les démocrates, voyant bien que ce flou programmatique visiblement n'empêche pas les républicains d'obtenir de lever des fonds, d'obtenir des voix aux élections. Et donc je pense qu'ils vont peut-être suivre la même voie en choisissant de réduire au maximum leur programme, puisque plus on est précis, plus on peut trouver quelque chose à redire, plus on est précis, plus on peut faire des recherches pour montrer l'impact que ces promesses électorales vont avoir. Et donc c'est vrai qu'il y a des avantages à promettre moins et à s'appuyer principalement sur les valeurs fondamentales du parti. Mais c'est là qu'on voit aussi le rôle du colistier, quand on combine à la fois le programme du parti et le type de colistier qu'on choisit. C'est vrai que ça envoie quand même un message aux électeurs et au reste du parti sur le sérieux du programme et comment est-ce qu'on va pouvoir amener ce programme à devenir réalité. Et donc, quand on choisit un colistier qui a une expérience gouvernementale, c'est vrai que ça permet de rassurer les électeurs et de rassurer les autres membres du parti sur la capacité du candidat à transformer ses promesses en réalité. Alors, le flou programmatique comme stratégie électorale et également le colistier comme incarnation possible de ce flou programmatique, Anne-Lorraine Bujon. Oui, je crois que tout ce qui a été dit est très important et il faut le débrouiller un peu parce que si vous voulez, dans les élections américaines, il y a des fondamentaux et puis il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent et qui sont en train parfois d'évoluer assez vite et c'est ce qu'on dit depuis quelques minutes déjà, je crois. Et ici, il faut bien voir que Donald Trump, tout en étant lui-même, à mon avis, le produit d'évolution déjà structurelle dans le système américain et notamment les changements dans le financement des campagnes qui ont favorisé cette personnalisation de la politique, ce dessaisissement des partis au profit des candidats eux-mêmes et de leur entourage proche. Il faut dire par exemple que le mot campaign, the Obama campaign, the Trump campaign, ça ne veut pas dire la campagne électorale comme on l'entend nous en français, ça veut dire l'entourage du candidat et la stratégie que cet entourage a mis au point et notamment leur stratégie de fundraising. Donc Donald Trump, il était déjà, s'il a pu être élu, c'est déjà parce qu'il y a des choses qui changent dans la politique américaine, mais il a encore accéléré des changements. Et donc ici, en réalité, Kamala Harris parle très peu de ses propositions programmatiques. Et je crois en effet que c'est en réponse au fait que Donald Trump fait de la politique autrement, complètement à l'affect, aux émotions ou à l'incarnation, comme vous l'avez dit à l'instant. Donc c'est de la politique beaucoup plus identitaire qui parle aux tripes plutôt que à l'intelligence ou à la compétence vraiment sur les politiques publiques. Et ça marche. Et donc, si Donald Trump se sent autorisé à ne parler de rien ou à dire tout le temps des contre-vérités ou à n'avoir aucune idée sur aucun sujet et que ça marche, ce serait étonnant que ça ne donne pas quelques idées aux démocrates. Alors, Kamala Harris, c'est une femme extrêmement compétente. Elle a ce parcours en tant que personnalité publique et politique. Donc, elle ne va pas se mettre à faire du Trump, mais elle a aussi très peu de temps et donc elle a été effectivement très très évasive sur la question. De ce point de vue-là, il a quand même deux stratégies opposées. Alors il y a peut-être une stratégie commune du flou programmatique, mais le choix du colistier, qu'on appelle ça le ticket que l'on dit, qui est censé équilibrer le candidat à la présidentielle ou alors renforcer l'une de ses visions. Ici, on a l'impression que Harris et Trump ont choisi deux stratégies opposées. Alors non, je ne suis pas sûre. On a dit géographie tout à l'heure, bien se souvenir. En fait, on a affaire à 50 élections dans des endroits très différents du pays où les électeurs peuvent rechercher des choses très différentes. Et comme on le sait maintenant, il n'y a que 6 ou 7 États où l'élection est véritablement en balance. Ce que Kamala Harris et Donald Trump ont en commun, une des choses qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux des candidats des grandes villes, des grandes côtes. L'une de la côte ouest, la
Californie pour Kamala Harris, l'autre de la côte Est, New York pour Donald Trump. Et en fait, leurs deux colistiers sont des représentants du heartland, de l'Amérique profonde. Donc, dans le cas de Tim Walz, il a grandi dans le Nebraska, il est aujourd'hui dans le Minnesota. Donc, en fait, il parle de cette Amérique rurale, des petites villes, et non pas des grandes villes multiculturelles des côtes. Et c'est vrai aussi de J.D. Vance. Donc, de ce point de vue-là, c'est deux personnalités très contrastées parce que Tim Walz est ouvert, sympathique, il a été coach sportif. Voilà, c'est Voilà. Alors que J.D. la Vance, bonhomie rassurante. voilà, Alors peut-être que J.D. Vance est très clivant, mais cela dit, ils ont en commun de chercher à représenter, je crois, l'Amérique du heartland. Luc Benoît Laguillaume. Oui, alors ceci étant, c'est quand même, il y a quand même, me semble-t-il, dans le choix de Vance, l'expression du fait que le Parti républicain a quand même été totalement dominé par Trump, parce que c'est quand même un choix de colistier qui tient un peu le même type de discours que Trump et le même type d'outrance. C'est-à-dire qu'il y a ce que n'a pas fait Trump, c'est choisir quelqu'un qui serait d'une aile moins trumpiste que lui pour équilibrer idéologiquement le ticket. Alors, c'est vrai que c'est une stratégie qui est quand même un peu... Et par ailleurs, je crois qu'il est de l'Ohio, si je ne me trompe pas, c'est quand même un État qui n'est pas parmi les 7 qu'on cite comme étant un État susceptible Oui, de mais basculer. il est devenu connu en écrivant ce roman Hillbilly Elegy, qui parle vraiment du pauvre blanc. Donc voilà, c'est pas le millionnaire de New York quand même. Enfin, il l'est devenu aussi. Mais... Fanny Lobby, mais tout le monde est millionnaire en Amérique. Fanny Lobby, est-ce qu'il y a des victoires ou des défaites que l'on a attribuées, entre autres, au bon ou au mauvais choix de colistier ? Oui, je pense qu'en général, je voudrais rebondir effectivement parce que le choix du colistier correspond à une tentative d'équilibre, c'est-à-dire pour compenser les faiblesses perçues du candidat. Donc, par exemple, en 2008, McCain, qui était perçu comme étant trop centriste, avait choisi Sarah Palin, qui faisait un peu plus appel à la branche plus à droite du Parti républicain, mais ça a été vraiment un choix désastreux pour la campagne. Donc, en général, le choix du colistier, ça permet de motiver, d'avoir un impact sur l'engouement des fidèles, mais c'est aussi une manière de faire appel aux centristes, ces fameux électeurs indépendants. Et donc, on voyait bien que ça avait été le cas ça peut parfois le plomber un peu la campagne. Donc, ça avait été le cas avec Palin. Le choix de Kaine par Clinton en 2016, ça avait été un peu décevant. Ça avait été quand même un peu le soufflet qui retombe. Ce qui est intéressant, c'est de voir le choix de Trump en 2016 et en 2024, on voit bien qu'en 2016, le Parti républicain, les dirigeants du Parti républicain avaient pu faire entendre à Trump le besoin de faire cet équilibre et donc le besoin de choisir quelqu'un qui venait effectivement du Midwest, qui avait une expérience du gouvernement et qui donc pouvait rassurer les électeurs par rapport à la candidature de Trump. Et on voit que 8 ans plus tard, Trump a cette mainmise sur le parti et personne n'a pu l'empêcher, personne n'a réussi à le convaincre de choisir quelqu'un autre que J.D. Vance, parce qu'il y avait d'autres candidats qui auraient pu rassurer le Parti républicain, les électeurs républicains. Il y avait par exemple Doug Burgum qui est gouverneur. Et donc le choix de Vance, c'est-à-dire un mini-Trump, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui se présente également comme quelqu'un qui est extérieur à la politique, alors qu'il est sénateur, mais il n'a pas beaucoup d'expérience politique. Et ça s'est vu au début de sa campagne, qui a quand même très, très mal démarré. Mais en général, oui, le choix du colistier, un choix de colistier satisfaisant, c'est par exemple le choix d'Obama en 2008.
qui avait dit j'ai besoin de quelqu'un qui a les cheveux blancs, et donc il avait choisi Biden, donc qui avait une expérience énorme au gouvernement, qui avait été au Sénat depuis une trentaine d'années, et donc on voit que en général ce choix du colistier, ça correspond à une tentative de rééquilibrage, et c'est ce qu'a fait Harris par exemple. Donc Harris qui est perçu et qui est attaqué par les républicains comme étant cette personne venant de Californie qui va faire boire du jus d'épinard à tout le monde. Bon ben voilà, elle choisit quelqu'un qui est du Midwest, quelqu'un qui est un peu une figure de papa, qui est quelqu'un de fort sympathique et qui a aussi un passé militaire. Et donc ça, c'est aussi une faiblesse perçue des démocrates. C'est leur plateforme sur la sécurité nationale. Et donc on voit, là, c'était un choix où il y avait un calcul, il y avait un but précis, et ça a été fait de manière très bonne. On reste à savoir si reste à savoir comment il va se débrouiller lors du débat. Mais bon, a priori, il a quand même suffisamment d'expérience. Justement, Anne-Lorraine Bujon, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Quelles sont les prochaines étapes et seront-elles décisives? Donc il y a cette convention, nous y sommes, et puis ensuite il y a les étapes de débat. Effectivement, le débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui est annoncé pour septembre, même si les détails sont encore à discuter. Et puis le débat également entre les deux colistiers. Et puis tout ce qui peut se passer... après l'identité, ce sera le retour de la parole quand même sur la scène politique américaine. Tout ce qui peut se passer d'ici là qu'on ne maîtrise pas. Donc je rappelle que c'est dans 3 mois, qu'il y a une dynamique très positive, très favorable à Kamala Harris en ce moment, mais que quand même les candidats restent au coude à coude quand on vous dit 1 point d'avance, 2 points d'avance, dans quelques circonscriptions de quelques États. Donc, et il y a quand même les événements intérieurs sur ce qui pourrait se passer dans l'économie américaine et extérieure avec ce qui pourrait se passer au Moyen-Orient. Tout cela peut jouer dans les 3 mois qui vont se dérouler maintenant. Et je pense que ce dernier point sur l'équilibre entre politique intérieure et politique extérieure était important parce que effectivement, Kamala Harris, c'est plutôt la politique intérieure, et donc ici, le passé militaire de son colistier, c'est important. On avait l'inverse avec Biden, qui avait été à la Commission des Affaires étrangères du Sénat et qui apportait à Obama peut-être l'expérience des questions internationales qui lui manquait. Alors, les élections se jouent rarement sur les questions internationales, mais il faut quand même pouvoir montrer qu'on est compétent sur tous ces fronts. Comme le dit à l'instant Anne-Lorraine Bujon, Luc Benoît Laguillaume, tout est encore possible. Colum McCam écrit ce matin dans Le Monde, tout peut arriver et il est probable que tout arrivera. Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Les événements sont imprévisibles et donc voilà. Par nature. En fonction, s'il y a un cessez-le-feu à Gaza ou s'il y a une guerre générale au Proche-Orient, c'est quand même 2 choses très, très différentes. Un cessez-le-feu à Gaza serait bon pour les démocrates, à l'évidence, parce qu'y compris leur aile gauche serait peut-être un peu calmée, notamment les étudiants qui ont manifesté pour les Palestiniens. Ensuite, on est dans la marge d'erreur, effectivement. Précédemment, Trump avait une petite avance, mais était dans la marge d'erreur. Maintenant, Harris, nous n'aurions pas de pronostic lors de cette émission. Harris est dans la marge d'erreur de l'autre côté, mais donc effectivement, ça reste très indécis, et ça reste aussi indécis au Congrès, parce que là aussi, c'est très disputé dans les 2 chambres, et ce résultat-là vraiment influera sur la capacité à gouverner du prochain président ou de la prochaine présidente.